destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Donc salut à tous, c'est le Patriote éclairé pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à nouveau après un petit temps de latence et où je n'ai rien fait parce que j'avais pas trop le temps. Fête de fin d'année et mes partiels, mes examens de janvier qui se sont bien passés par ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que là on se retrouve pour une nouvelle année. On est en janvier 2016, une nouvelle année pour un nouvel entretien, commentaire d'actualité du mois de décembre. Donc voilà, donc on va partir tout de suite sur entretien de Noël, décembre 2015. J'ai un peu de retard, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop le temps avant entre les fêtes de fin d'année, les vacances de Noël et mes partiels, mes examens de janvier. Mais on revient pour une nouvelle année, c'est prêt, c'est chaud. Donc, nouvel entretien, commentaire de décembre 2015, actualité nationale. Première partie. Donc c'est toujours la même formule, hein, des entretiens d'actualité mensuels cette fois. Voilà, donc après une courte mais salutaire coupure de fin d'année avec les fêtes et les examens, je reviens en janvier, donc avec un peu de retard, hein, un peu de 2 semaines de décalage par rapport au mois que je commente, mais bon, c'est pas gravissime puisque mon commentaire vaut ce qu'il vaut et voilà, je vous le donne un peu en retard toujours pour pouvoir faire une bonne analyse. Donc entretien de décembre 2015, entretien de Noël 2015, actualité nationale, première partie. Donc actualité nationale, première partie que je vais traiter le mois de décembre 2015. Pour commencer tout d'abord, la COP 21, sujet de la COP 21, conférence internationale et mondialiste sur le réchauffement climatique. Donc je vais poser ma feuille pour vous regarder. Oui, donc ça c'est le premier sujet qui nous concerne du mois de décembre 2015, donc c'est un peu en arrière. Avec, on a vu donc la conférence internationale et que j'appelle mondiale et mondialiste sur le réchauffement climatique, à savoir la COP 21, qui s'est organisée à Paris, donc en France. Donc j'en avais déjà parlé dans l'entretien précédent du mois d'octobre-novembre sur la préparation de cette conférence mondialiste et ce que j'en pensais, ce que je pensais que ça allait être, et ça, en effet, ça a confirmé mon analyse et mes hypothèses de ce qu'a été cette conférence, cette COP 21. Bon alors, rapidement, hein, à mon avis, une conférence sans grand intérêt. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger l'environnement, donc toutes ces mesures et toutes ces conférences internationales au sommet pour lutter contre le réchauffement climatique avec toute une série de mesures. Donc ce qu'on a vu, c'est le bras de fer entre les pays occidentaux dits développés, États-Unis et Europe, contre les pays émergents ou émergés en voie de développement soi-disant, c'est-à-dire les BRICS en vérité, Russie, Chine, Brésil, Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS, pays en développement contre les pays développés, ancien tiers-monde. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on a toujours cet affrontement du Nord et du Sud, des pays du Nord et des pays du Sud, sur un mode de développement capitaliste. Les pays du Sud réclamant le droit à la pollution, comme on dit, le droit à polluer, et le droit à détruire l'environnement d'une certaine manière, en quelque sorte, au nom de la croissance et du développement de l'économie, de la croissance économique, et du plein emploi des facteurs de production, notamment la lutte contre le chômage. Donc on a vu cette COP 21, voilà, sans grand intérêt, soi-disant avec des résultats à la fin, des résultats officiels pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas eu de résultats vraiment tangibles. Il y a eu un bras de fer entre les économies en voie de développement et les pays développés, toujours avec une lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire avec une lutte contre les polluants, c'est-à-dire CO2, dioxyde de carbone et azote, principalement dans le cas de la pollution, dans le cadre du développement industriel des États et des nations développés ou en voie de développement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette conférence, cette COP21, il faut la voir avant tout comme une conférence mondialiste. C'est ce que j'appelle moi la conférence mondialiste. C'est-à-dire toutes ces organisations internationales et supranationales qui visent à violer la souveraineté des États-nations, des nations, avec une vision de la gouvernance globale, c'est-à-dire où les États ne sont pas les seuls acteurs de la politique et à l'international, mais une gouvernance globale véritablement qui se met en place entre des associations privées, des États, des nations, des multinationales, donc des grandes entreprises internationalisées, et toutes ces conférences au sommet, là, ces conférences au sommet, G8, G7, G20, ONU, avec des instances supranationales aussi, bien évidemment, qui sont là pour régenter la vie de nos nations, et pour violer la souveraineté nationale un peu plus. Donc
pas grand chose à dire de plus sur la COP21. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une grande réussite. Soi-disant, on a réussi à mettre en place des échéances contraignantes de lutte contre le réchauffement climatique avec, notamment dans le cadre du développement industriel et économique des nations et des pays en voie de développement, les BRICS, une volonté d'insister voilà, sur la transition vers le développement durable et les énergies renouvelables, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies propres, l'économie verte. J'ai déjà parlé de toute cette arnaque et toute cette escroquerie, mais je vais pas revenir beaucoup plus longtemps sur le sujet parce que c'est voilà, juste en dire que cette conférence, cette COP21 n'a pas été un franc succès, on peut le dire, et que véritablement c'est pas avec des mesures et des conférences internationales au sommet qu'on résoudra le problème du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement, mais c'est par des initiatives citoyennes et nationales, locales enracinées notamment de l'écologie développement durable, de l'écologie alternative, ce qu'on appelle, notamment pour les pays émergents et les pays du tiers-monde, le commerce équitable. Bon voilà, pourquoi pas une histoire de troc, d'échange, mais ce qui est sûr c'est que cette conférence internationale au sommet, qui a réuni plus de, je crois, de 150 chefs d'État, quasiment le monde entier était à Paris, ce qui a permis à la France un peu de se mettre en avant, ce qui est pas plus mal hein, pour le prestige de la nation à l'international, mais avec, bon, je sais pas exactement ce qu'on peut en tirer, mais ce qui est sûr c'est que cette COP21, bon, certains ont dit un franc succès, moi je suis pas sûr. Hein. Franc succès oui pour le déroulement et l'organisation de la conférence COP21, mais est-ce que, et là c'est à court terme, une vision court-termiste, mais est-ce qu'à long terme, cette conférence internationale sur le climat et le réchauffement climatique aura été un franc succès, un véritable succès? On verra ça, hein, si vraiment ces mesures qui vont mettre en pratique vont vraiment résoudre le problème du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement, on verra ça, moi j'en suis pas persuadé, puisque je pense que le problème est mondial, et on peut le dire mondialiste, et global, de l'économie capitaliste mondialisée, et d'une vision productiviste et surproductiviste, à la fois des facteurs de production, mais aussi des sols, de la terre, avec une vision productiviste, de rendement à tout prix, de recherche du profit, avant tout de recherche du bien commun. Donc moi c'est ma critique de la COP21. Voilà, j'ai pas à en dire beaucoup plus hein, de cette COP21. Ce qui est sûr c'est que c'est une conférence internationale qui fait partie de tout ce nouvel ordre mondial et de toute cette gouvernance globale qui vise à violer la souveraineté des États et des nations dans une vision mondialiste et supranationale. Sur le réchauffement climatique, donc on verra ce que ça donnera, mais ce qui est sûr c'est donc conférence mondialiste pour violer la souveraineté des États et surtout voir à long terme, une vision long terme et pas court-termiste, est-ce que vraiment ces mesures pour résoudre le problème du réchauffement climatique vont être intéressantes? Moi je ne pense pas, puisque je pense que le problème est global et je pense qu'il est même endogène, il est structurel à notre vision de l'économie et à notre pratique de l'économie. Productivisme, capitalisme, rendement, profit, épuisement des terres et destruction de l'environnement, donc moi c'est mon analyse globale. Au-delà de cette COP21 et de cette conférence au sommet sur le réchauffement climatique, voyons avant tout les dysfonctionnements de notre société, la décadence de nos sociétés et de notre modèle économique, d'épuisement des ressources et des facteurs de production, notre modèle économique fondé sur la production et la consommation de masse, société de production et de consommation de masse, et voyons peut-être à réfléchir à un autre modèle de production et de consommation, à un autre modèle alternatif économique. En finir la décroissance peut-être, en finir avec le capitalisme, j'ai pas la réponse, mais voilà. Peut-être un modèle de décroissance et de sortir de la logique du capitalisme et de la logique du profit, et revenir à une économie tournée vers le bien commun, la société civile, et qu'enfin le peuple et les nations puissent jouir de l'immense quantité de richesses qui sont produites et qui sont accaparées par un tout petit nombre, en plus de parasites improductifs financiers. C'est tout ce que j'avais à dire. Je prends ma petite feuille. Autre sujet, qui va avec la dérive sécuritaire et liberticide du gouvernement. Alors ça c'est intéressant, on a vu à l'occasion de cette COP21, donc de cette conférence sur le réchauffement climatique à Paris, peut-être le prolongement interminable de l'état d'urgence, et moi c'est mon raisonnement, y a-t-il une dérive sécuritaire et liberticide du gouvernement Valls-Hollande? Quand on voit Valls, on se dit que oui, Valls est un sécuritaire, un exalté catalan dont la main tremble, hein, véritablement. Mais ce qui est sûr, oui, une dérive sécuritaire et liberticide, on peut s'interroger. Dérive sécuritaire et liberticide, à deux occasions. Bon, j'avais déjà parlé de la loi sur le renseignement, une loi liberticide,
et la traque aux résistants à la bien-pensance sur internet. Ça c'était la loi renseignement, mais qui est passée de toute manière il y a quelques mois, mais surtout là l'état d'urgence, oui l'état d'urgence dont j'avais déjà parlé sur mes vidéos sur les attentats de Paris là. Ce qui est sûr c'est que le prolongement interminable de l'état d'urgence sous prétexte, donc un état d'urgence permanent sous prétexte de lutte antiterroriste, on voit les dangers et les dérives. Hein. Donc pour lutter contre le terrorisme et la menace djihadiste et terroriste islamique en France, bien sûr, bien évidemment, l'état d'urgence est nécessaire et légitime, mais prenons garde que cet état d'urgence prolongé, peut-être permanent et éternel, ne remette pas en cause nos libertés fondamentales, nos libertés publiques et nos libertés fondamentales à nous, citoyens, de cette belle nation qu'est la France, quand même une terre de liberté depuis la Révolution française. Donc voilà pour ce court sujet, donc vers une dérive liberticide et sécuritaire du gouvernement Valls-Hollande en France, en 2015-2016, et dans une vision à long terme peut-être pour la fin du quinquennat, oui bien évidemment, loi renseignement et surtout l'état d'urgence, avec une prolongation excessive, à mon avis, et outrancière, de l'état d'urgence, donc qui est cette mesure exceptionnelle, comme disait Saint-Just à la Terreur, à circonstances exceptionnelles, institution extraordinaire, ou l'inverse, hein, c'est permutable. Oui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un climat de suspicion généralisée et de circonstances exceptionnelles, puisque le plan Vigipirate, mais aussi la menace terroriste suite au terrible attentat qui a frappé la ville de Paris en novembre 2015, cet automne. Mais bon, prenons garde tout de même, nous sommes les garants de la Constitution, nous le peuple et nous la nation, qu'il n'y ait pas de dérive excessive, liberticide et sécuritaire de ce gouvernement. Et quand on voit Valls, on peut se poser des questions, mais ce qui est sûr, c'est... bon, il est important de... Voilà, je tenais à le souligner véritablement. Donc ce qui est sûr, voilà, prenons garde à toute dérive sécuritaire et liberticide qui pourrait être dangereuse pour nous, citoyens, pour nos libertés publiques que nous devons sacraliser et garantir à tout prix. Donc ça, c'est dans le cadre de la COP21, puisqu'on a vu des manifestations notamment interdites lors de la COP21, des manifestations pacifiques, altermondialistes, écologistes, de la société civile, d'associations, encore une fois, altermondialistes, écologistes et gauchistes qui contestaient et qui protestaient, mais pacifiquement, sans violence, sans haine, ni guerre, ni violence, hein, qui protestaient pacifiquement contre le gouvernement et la tenue de cette COP21, comme une conférence des riches et des puissants contre les peuples et notamment les nations du tiers-monde, qui étaient écartées. Enfin d'ailleurs elles n'ont pas été totalement écartées, mais ce qui est sûr c'est que oui, il faut prendre garde. On a vu aussi des perquisitions administratives excessives et régulières se passer, donc il faut véritablement s'interroger sur une dérive sécuritaire et liberticide du gouvernement, notamment à travers un état d'urgence prolongé et permanent face à une menace antiterroriste qui certes est importante et qu'il faut juguler, il faut détruire, déclarer une guerre terrible et impitoyable au terrorisme, si j'ose dire, et au djihadisme international, et notamment à Daesh. Ce qu'on fait en politique étrangère, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs le plus judicieux, il faut peut-être d'abord frapper nos terroristes et la menace chez nous avant de la frapper à l'extérieur. Ça, c'est une autre chose, j'en reviendrai dans une partie plus géopolitique internationale de la France. Mais ce qui est sûr, la menace terroriste et djihadiste est au maximum, donc il est bien normal que la France se protège, mais halte, attention à une dérive sécuritaire et liberticide. Dérive sécuritaire et liberticide qui s'explique évidemment par cet état d'urgence prolongé et inscrit dans le marbre et dans la Constitution peut-être demain. Donc halte là, prenons garde. Hein. Pour lutter contre la menace terroriste, bien évidemment, il faut un état d'urgence, mais bon, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Donc troisième petit sujet, oui un tout petit sujet. J'ai mis, oui, Corse, Calais, Allemagne, les peuples européens face à l'invasion migratoire, rapidement, hein, puisque là, mon entretien d'actualité qui se déroule au mois de janvier, mais où je fais un récapitulatif et un commentaire analyse du mois de décembre 2015, on a vu, en effet, là, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, à Calais et notamment en Corse, je reviendrai sur la Corse après, sur l'analyse et le bref récapitulatif sur les élections régionales, on a vu, voilà, une pression migratoire invraisemblable et impitoyable s'abattre sur l'Europe. On voit vraiment que là, le vieux continent risque de mourir, notamment de manière démographique et humaine, son capital humain, puisque nous ne faisons plus d'enfants, et que nous avons une immigration massive. Donc j'ai rien de plus à dire, mais pour finir l'année, je tenais à parler évidemment de la crise migratoire et de la menace migratoire qui fait peser sur... on n'est même plus au fantasme du grand remplacement là. C'est la grande destruction là, c'est la Babylone là. L'Europe menace
menacerait de s'effondrer et de mourir sous les coups de boutoir à la fois du mondialisme économique et financier, comme je le dis toujours, et de l'immigration incontrôlée de masse. Pour moi, il y a un lien total entre un processus économique qui s'accomplit, qui est le mondialisme, d'ailleurs plus financier qu'économique, puisque ce sont les crises financières et boursières à répétition qui minent notre économie, donc un processus économique qui est le mondialisme économique et financier, et en même temps, pour faire avaler la pilule au peuple, notamment de la vieille Europe, et détruire leur dernière, je dirais, résistance immunitaire, l'idéologie du métissage et de la société multiculturelle par l'invasion migratoire, l'immigration de masse. Hein. Comme l'a dit lui-même Giscard, c'est Giscard d'Estaing, libéral et immigrationniste lui-même, qui a déclaré il y a quelques mois ou quelques années parlait d'une immigration-invasion. Il faisait le mot valise, hein, c'est lui qui a créé cette expression, donc c'est pas une expression d'identitaire ou d'extrémiste de droite, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout, c'est un petit sujet, hein, parce que j'en reparlerai l'entretien prochain sur le mois de janvier 2016 qui sera chargé, puisque maintenant je fais des entretiens mensuels, j'en reparlerai sur le mois de janvier qui sera chargé, mais voilà, j'ai rien de plus à dire. Ce qui est sûr, c'est que on vit une invasion migratoire sans précédent, avec des millions de migrants, de réfugiés de migrants qui déferlent en Europe. La vieille Europe est menacée par cette immigration, je dirais, de manière charnelle, hein, pour son peuple et sa démographie. Donc à Calais, la jungle de Calais, bien évidemment, en Hongrie, en Allemagne, et l'Allemagne qui subit une pression migratoire sans précédent de son histoire, plus d'1 million d'arrivées de migrants, rien que pour et de réfugiés, mais beaucoup de migrants, rien que pour l'année 2015 qui s'achève présentement, et bien évidemment la question de la Corse aussi, on a vu des débordements, mais j'en reparlerai un peu après de la Corse, des débordements en Corse, soi-disant islamophobes et anti-immigrants, donc peut-être un peu racistes, sans parler de Pegida aussi, de Pegida en Allemagne et tout en Europe. Donc des peuples européens qui refusent de mourir, je parle un peu de la Corse, en Allemagne, en Hongrie, en France, en Angleterre, partout, qui se lèvent contre l'invasion migratoire et contre le remplacement de population et la menace islamiste. Donc le remplacement de population est culturel à travers l'immigration de masse et le remplacement culturel, remplacement de population, remplacement culturel par la destruction de notre civilisation blanche et chrétienne, on peut dire, comme disait De Gaulle, par des hordes de migrants faméliques, maghrébins et l'islam hégémonique et triomphant. Donc voilà, de Calais à Berlin en passant par Ajaccio, une invasion migratoire qui menace la vieille Europe et les peuples, de manière charnelle et dans leurs fondements identitaires et anthropologiques. Donc luttons contre ça, bien évidemment. Ensuite, petit sujet, je reprends ma feuille. Les mosquées françaises, pénétration de la radicalisation djihadico-islamique. Oui, bon, bah ça c'est un autre petit sujet, je reviens à la France. Bon là j'ai fait ce petit sujet sur Calais, c'est plutôt un sujet européen, bon je l'ai intégré dans le cadre de la France, mais c'est notamment, oui, la France aussi subit une invasion migratoire sans précédent. Là je reviens sur les mosquées. Alors quoi les mosquées? On a vu en effet depuis quelques mois, et là s'accentuer après les attentats djihadistes, une menace véritablement à l'intérieur des mosquées même, on le savait, d'un salafisme qui monte et d'un djihadisme. C'est-à-dire que les mosquées avec les prisons, en France aujourd'hui, notamment dans la région parisienne, seraient le lieu de recrutement principal du djihadisme et de la radicalité islamique, donc il faut contrôler ça. On a vu que le gouvernement Valls-Hollande a mis en place une cellule de désintoxication idéologique, si j'ose dire, et une cellule de désendoctrinement et pour éradiquer le djihadisme et pour venir en aide aux victimes et surveiller et prévenir la menace djihadiste et terroriste islamique en France. Mais on ne le dit jamais assez, notamment les nombreux prêches salafistes et islamistes dans nos banlieues et dans nos mosquées. Mais là, je voulais revenir sur le dossier des mosquées françaises qui sont particulièrement touchées, infiltrées et contaminées par ce djihadisme islamique et cette menace terroriste à travers le salafisme. C'est-à-dire la radicalité, le radicalisme idéologique au service du passage à l'acte radical. Le radicalisme idéologique étant le salafisme et le wahhabisme, et le radicalisme dans le passage à l'acte étant l'acte terroriste, bien évidemment. Mais tout cela est lié, hein, pour ceux qui diraient ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est une secte, pas d'amalgame, bien sûr que si, puisque l'acte terroriste en lui-même se revendique d'une idéologie qui descend elle-même d'une lecture radicale du Coran, donc de la religion musulmane. Après, moi, je ne suis pas docteur et ni savant en islam, je ne connais pas particulièrement cette religion qui ne m'intéresse pas plus que ça. Enfin, je m'oblige à m'y intéresser puisqu'elle frappe notre actualité la plus brûlante et la plus contemporaine, si j'ose dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une menace, bien évidemment, djihadiste, terroriste en France, et que le verre est dans le fruit. Hein. La menace ne vient même pas de l'intérieur.
de l'extérieur. Elle vient de l'extérieur par Daesh, par ces hordes de combattants djihadistes. Elle vient de l'extérieur par un financement aussi occulte et privé de nos mosquées françaises par l'étranger, notamment les Saoudiens, les Algériens. Mais avant tout, ce sont quand même des Français qui se radicalisent et qui tuent d'autres Français. Hein. Donc, toujours pour rester dans le cadre de la... de la menace djihadiste suite aux attentats et de la radicalité islamique, mettons tout en œuvre, comme le fait le gouvernement avec une espèce de cellule ou un comité de surveillance de la radicalisation djihadiste et islamique, mais mettons tout en œuvre pour éradiquer dans nos banlieues, dans nos mosquées et dans notre douce France, comme aurait dit Charles Trenet, le danger potentiel et effectif de l'islamisme et du radicalisme djihadiste, qui touche bien évidemment les banlieues, les prisons, les cités, aussi les... Qu'est-ce que je voulais dire, les mosquées, donc les lieux de culte, de prière des musulmans. On ne doit pas faire un amalgame pour tous les musulmans, mais bien évidemment que ce problème est global et qu'on doit le prendre à bras-le-corps. Hein. À bras-le-corps, c'est clair et net, le danger est patent. Donc voilà, donc on verra ce que ça va donner, cette cellule de désintoxication idéologique et de lutte contre le djihadisme et contre le recrutement djihadiste. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ne baissons pas la garde et, face à la menace djihadiste. D'autant qu'elle est bien réelle. Hein. Maintenant, on va avoir les experts et nos militaires en sont formels, des experts de la DCRI, de la DGSE, de nos services secrets d'enseignement, et même dans les plus hautes sphères du ministère de l'Intérieur et au gouvernement, on sait que la menace est totale et qu'il faut l'éradiquer absolument, et qu'on va avoir des attentats djihadistes et islamistes à gogo en France, sauf si on n'éradique pas le mal. Hein. Toujours éradiquer le mal. Hein. On peut toujours le faire. Donc voilà, donc après l'invasion migratoire qui menace l'équilibre et la stabilité des peuples et des nations européennes, le retour à la France, même si je ne l'ai jamais quitté, les mosquées françaises, pénétration de la radicalité islamiste et djihadiste, bien évidemment. Les mosquées françaises, maintenant, c'est dans les mosquées françaises, souvent on le sait, et pas seulement sur internet ou sur des sites de manière informelle et irréelle et virtuelle, que les djihadistes sont recrutés et que les combattants du djihad, de la guerre sainte islamique, sont recrutés, mais bien évidemment, avant tout, dans les mosquées qui sont des lieux de radicalisation idéologique, salafiste et de passage à l'acte djihadico-islamique. Bon, j'en ai fini pour ça. Oui, alors autre petit sujet, le chômage, urgence et priorité absolue pour le gouvernement pour l'année 2016. Tout petit sujet très rapide, donc en France. Hein. Bon là on a terminé l'année 2015, la courbe du chômage ne s'est pas inversée contrairement à ce qu'avaient dit le Guignol et le Pantin Hollande. Il n'y peut rien de toute façon. C'est pas lui qui est à la tête du FMI ou de la BCE ou de la Fed. Mais ce qui est sûr, c'est que la priorité et l'urgence absolue pour le gouvernement Valls-Hollande, pour leur dernière année du quinquennat, et il l'a bien dit d'ailleurs, Hollande l'a bien dit, notre cher président, la patte molle patte hollandaise, il l'a bien dit, la priorité absolue, l'urgence pour les Français et pour la nation, c'est le chômage, le front d'emploi. Donc j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus, parce que autant lire des revues spécialisées en économie ou des spécialistes, des experts de l'économie. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que c'est une priorité absolue. Hein. Il y a plus de 5 ou 6 millions de chômeurs, je crois, en France, tiens, ce qui nous rappelle les heures les plus sombres, les années 30 en Allemagne, où il y avait aussi les 6 millions de chômeurs en Allemagne avant l'accession au pouvoir des nazis et Hitler, que ça nous serve de leçon. Peut-être que ce 6 millions, au-delà des 6 millions de juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, ce 6 millions, c'est un chiffre... il y a le 12, puis il y a les 6. Hein. C'est un chiffre éloquent et intéressant. Voilà, il y avait 6 millions en Allemagne, il y a 6 millions aujourd'hui, je crois. Hein. Bon, catégorie A, catégorie B, ceux qui en sortent pas. Mais il y aurait 5 ou 6 millions de chômeurs, ce qui fait, je crois, 10 ou 12% de la population active totale de France qui est au chômage. Ce qui est énorme, quand même, 10%. Hein. Il y a encore 10 ans, je crois qu'on était à 5%, même pas. Donc c'est considérable, donc il faut la priorité, l'urgence absolue pour le gouvernement, notamment sur le terrain économique. Ce n'est pas la réduction des déficits et de la dette qui est importante, ou les critères de convergence de Maastricht, que nous réclament nos chers technocrates bruxellois, c'est avant tout le front du chômage, pour que quand même nos dirigeants nous rendent des comptes, et la courbe du chômage doit s'inverser, c'est une priorité, mais bon, je sais pas trop où en sont nos chers Valls et Hollande et Sapin, lui qui sent le Sapin, ou Myriam El Khomri, la nouvelle ministre du Travail, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui s'occupe du front, comme son nom l'indique, du travail et de l'emploi. Donc on verra, hein. C'est une priorité absolue, hein, véritablement. Hein. Donc ça doit être la priorité pour 2016, comme il l'a dit, pour la dernière année de son quinquennat, hein, puisque là on entre dans la dernière année du quinquennat avant une nouvelle élection présidentielle de l'année 2017. Donc voilà, pour l'année 2016, je dirais le vœu du président et
l'engagement du président, ça doit être la réduction du chômage, qui est un cancer absolu de notre économie. Est-ce que ça doit se faire par une politique structurelle ou conjoncturelle, de relance de la demande, dépenses publiques ou plutôt des réformes structurelles du marché du travail? Je ne sais pas. Là, je ne veux pas aborder plus ce sujet, c'est surtout il faut inverser la courbe du chômage et pas seulement diminuer la hausse du chômage. Il faut faire diminuer le chômage, pas seulement diminuer la hausse et l'augmentation du chômage. Donc voilà, encore une fois, la politique structurelle ou conjoncturelle, plutôt libérale ou keynésienne, plutôt gauche ou droite, moi je sais pas. Peut-être faut-il réformer le marché du travail, plus de flexibilité, faire sauter les 35 heures, la réforme du code du travail, ou plutôt augmenter les dépenses et la demande. Bon, l'idée c'est que le front de l'emploi et de la baisse du chômage est un impératif et une priorité absolue pour le gouvernement. Voilà. Autre petite affaire sympathique. Robert Ménard et sa garde nationale, garde biterroise. Alors ça, on a vu ça tout au long du mois de décembre. Robert Ménard qui se chope depuis 1 ou 2 ans, depuis qu'il a rallié le Front National et qui le camp national et le camp patriotique. Robert Ménard se chope toute la bien-pensance, toute la clique des bien-pensants et tous les bien-pensants et tout le système, qui lui reproche une dérive droitière, extrême droitière. On l'a vu notamment avec une vidéo et une mise en scène un peu, d'ailleurs peut-être pas très habile et pas très avisée de Ménard, mais foutant dehors littéralement un réfugié, un migrant de sa belle ville de Béziers, qui est, comme chacun sait, une ville totalement envahie et détruite aussi, et par le chômage, donc le mondialisme économique et l'immigration de masse. Petite ville du sud-est, Béziers, belle petite ville que j'ai eu l'occasion de visiter une fois. Et là, Robert Ménard, comme au moment de la Révolution française, Robert Ménard propose de créer une garde nationale, qu'il appellerait une garde biterroise, comme au moment de la Révolution française, c'est-à-dire une garde bourgeoise, une espèce de milice, une milice privée, ou d'ailleurs peut-être là plutôt publique, engagée et payée et financée par ou peut-être même gratuite, ou peut-être financée par la commune de Béziers, qui serait chargée de maintenir l'ordre, notamment et de rétablir l'ordre et de maintenir la sécurité des Biterrois et des habitants de Béziers en luttant contre l'islamisme, l'immigration, la délinquance, issus principalement des populations d'origine nord-africaine, maghrébine. La délinquance et les violences physiques et morales viennent quand même de cette population française, mais absolument pas assimilée, il faut bien le dire. Donc voilà, petite mesurette sympathique de Robert Ménard, à surveiller, intéressant, la garde nationale, la garde biterroise de Ménard, où Ménard se propose de refaire 89-93. C'est-à-dire créer une milice privée, véritablement, une milice privée ou d'ailleurs publique, une milice locale qui sera chargée de maintenir l'ordre et garantir la sécurité. On en est là, hein, avec le délitement de l'État-nation, l'ultralibéralisme mondialisé, le mondialisme et la destruction de l'État-nation par la logique, la fois de la dette, de l'Europe et du capitalisme mondialisé, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme mondialisé et financier depuis 30 ans. L'État-nation a reculé partout, dans les banlieues, mais pas que dans les banlieues chauds, hein. Même dans le sud-est, même en province, un peu partout, hein, ce que Christophe Guilluy, un très bon géographe, appelle le périurbain. Le périurbain, c'est-à-dire ce qui est toujours dans la ville, dans la banlieue, mais dans le périphérique. Le périurbain, on pourrait appeler ça les zones périphériques, et enclavées et totalement marginalisées, et totalement abandonnées de l'État et du pouvoir central français depuis une trentaine d'années. Au moins depuis 30 ans, hein, les années 80. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Bon, je souhaite bon vent à Robert Ménard. Il s'est encore fait diaboliser un max, forcément, c'est ça qu'il attend, il faut qu'il sache. Il va se faire de plus en plus diaboliser avec ses mesures soi-disant impopulaires et politiquement correctes, mais totalement populaires et totalement politiquement correctes, je peux vous l'assurer, pour les Biterrois et pour ceux qui souffrent de la délinquance et de la violence, de l'immigration et de Maghrébins qui se conduisent très mal dans notre pays, alors qu'ils sont, contrairement à ce qu'on prétend, très bien accueillis, puisque souvent ils obtiennent la nationalité française alors qu'eux ne se conduisent pas très bien. C'est un autre sujet, je vais pas polémiquer là-dessus. Là je reste sur le cas Ménard et sa garde nationale, sa garde biterroise, on va voir ce que ça va donner. Ça c'est drôle, moi je l'encourage. Et je vous souhaite aussi de l'encourager, de le soutenir financièrement, moralement, comme vous pouvez. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Bonne initiative de Ménard. Je soutiens bien évidemment Ménard. Il l'a pas encore déposé, hein, ce qui est sûr, c'est que voilà, je pense que c'est une bonne initiative. De toute façon, on a un climat d'insécurité maximale dans ce pays, d'insécurité maximale, où l'ordre public n'est pas garanti et où la survie collective des Français n'est même pas garantie. Donc peut-être qu'on va devoir revenir, à force de désertion du pouvoir central et de l'État, à des milices privées, hein, ce qui est arrivé à plus d'une fois dans notre histoire depuis 250 ans.
depuis 2 siècles, donc moi je ne souhaite pas qu'on en arrive là, je souhaite que l'État fasse son travail, et que nos forces de l'ordre, nos forces de police fassent leur travail, et elles le font totalement, je tiens à le dire, c'est plutôt qu'elles sont en sous-effectif, et employées pour des bêtises comme garder des mosquées, des synagogues ou des églises, qui ne me semblent pas être la priorité absolue du gouvernement, parce que là on utilise de manière communautaire nos forces de l'ordre publiques et nationales et citoyennes, donc mais je souhaite quand même un bon vent à Robert Ménard et à sa garde bitéroise véritablement, que je pense une bonne mesure. Voilà, bientôt pour assurer la sécurité des Français, retour à la milice privée, la milice nationale, pourquoi pas. Prochain sujet, affaire Bernard Tapie, le milliardaire passe enfin à la caisse. Oui, alors ça, on l'a vu tout au long du mois de décembre et un peu du mois de janvier. Bernard Tapie peut-être enfin le milliardaire passe à la caisse, parce qu'enfin Bernard Tapie va repasser en jugement, en procès, et jugé peut-être par le peuple français et sa colère légitime contre cette ordure, cette canaille milliardaire représentant de la gauche caviar, hein, comme d'autres. J'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas spécialiste de la justice, mais dans mes vidéos d'actualité, je considère que je dois balayer toute l'actualité nationale et mensuelle, ça me semble correct. Et donc Bernard Tapie, l'ignoble Bernard Tapie, arrogant avec sa perruque là, et puis ses cheveux teints, qui va peut-être enfin rendre des comptes, et peut-être d'ailleurs Lagarde va rendre des comptes, et peut-être aussi Sarkozy, et peut-être aussi, comment il s'appelait le ministre de l'Intérieur ou de la Défense là, je sais plus son nom, qui avait fait ce fameux arbitrage Tapie où l'État avait octroyé à Tapie 400 ou 500 millions d'euros. On en est là. Hein. Il y a une augmentation du chômage, de la pauvreté, de la précarité, des gens qui perdent leur emploi, qui se suicident, des agriculteurs, des éleveurs, des ouvriers, mais lui, Tapie, il demande un arbitrage de l'État et l'État lui donne 500 millions d'euros, cash, sans aucune contrepartie, de remboursement, cash. Et ça, bien évidemment, c'est Madame Lagarde, hein, à la tête du FMI, dont on va en reparler d'ailleurs, Madame Lagarde qui va être réélue à la tête du FMI, hein, sa propre réélection, c'est cette espèce d'aristocratie sans noblesse, là, de privilèges comme ça non dits. Hein. Là, il n'y a pas de démocratie, là, c'est... Bon, je ne vais pas revenir. Bon, sur le cas Lagarde, Sarkozy et Bernard Tapie, enfin jugés. Enfin jugés, ce qui est nécessaire et salutaire. Le peuple le demande sa tête et le peuple aura sa tête. Et d'ailleurs la nation, d'ailleurs moi-même je demande sa tête. Hein. Symboliquement, bien évidemment, je n'appelle pas à la violence ou au meurtre de ce cher Bernard Tapie. Pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, hein, infiniment de respect. Voilà, je me souviens plus du nom du ministre avec Lagarde qui avait officié cet arbitrage totalement dans le dos du peuple français et de la nation, donc c'était pas du tout démocratique et pas du tout réglo, pas du tout légal, mais ils l'ont fait. Hein. Ces gens-là s'arrangent avec la vérité, avec la justice, avec la légalité. Justement, par des voies pas toujours très très légales et démocratiques, mais c'est une autre question. Je ne vais pas faire du populisme. Ce qui est sûr, voilà, bon, Tapie jugé. Voilà. Ensuite, oui, j'en ai quasiment fini. Donc Bernard Tapie, ignoble milliardaire, qui devra rembourser peut-être 500 millions, donc il va être sur la paille. En plus, il a des aéroports, tout ce qu'il veut. Je pense que le pauvre chéri n'aura aucun mal à rembourser tout ce qu'il doit à l'État et à tout le monde d'ailleurs. Donc voilà. J'en ai fini sur l'affaire Tapie. J'en ai plus à dire, hein. C'est un scandale absolu. Là on n'est pas sur une erreur judiciaire, justement, je vais revenir après sur Omar Mathieu et l'erreur judiciaire. Là on est sur un scandale judiciaire, hein, où Tapie va peut-être enfin rembourser 400 ou 500 millions, il dit qu'il en a pas les moyens, moi je suis sûr qu'il en a les moyens, il va en avoir les moyens, il va trouver l'argent quelque part, hein. Il va bien en être obligé de toute manière. Voilà. Donc c'est tout. Que dire d'autre? Ouais, l'affaire Tapie c'est tout, voilà. J'espère que Lagarde et qu'on aura la tête d'autres gens, que d'autres têtes tomberont avec Tapie, qui est le symbole de cette gauche caviar ignoble, hein, qui a été mis en place par Mitterrand, alors que le type est un chef d'entreprise. Bon, on connaît tous l'affaire Adidas, Crédit Lyonnais, c'est toujours dans ces litiges, ces conflits avec le Crédit Lyonnais à Adidas, bien que je ne défende ni Adidas ni le Crédit Lyonnais qui est une banque, bien évidemment, mais Tapie est injusticiable et un citoyen comme les autres, il doit être jugé en tant que tel. Autre petit sujet, toujours la justice, réouverture d'une erreur judiciaire bon, flagrante, là, Omar Mathieu. Oui, on a vu ça rapidement aussi pendant le mois de décembre, en même temps que Tapie. La réouverture peut-être d'un dossier très brûlant, l'affaire Omar Mathieu. Quelle était donc cette affaire Omar Mathieu? Vous savez, c'était l'affaire Omar Haddad qui avait été jugé il y a une vingtaine d'années. Le type avait fait
je sais pas, 10 ou 15 ans de prison, et il était sorti de prison au début des années 2000, et là on a vu la justice et l'État qui va peut-être réouvrir après le scandale judiciaire tapis. L'escroc, cette fois la victime innocente, après l'escroc coupable, donc Omar Haddad qui avait été accusé pour, vous savez, Omar m'a tué, d'avoir tué sa patronne, il me semble, il y a une vingtaine d'années, donc voilà, bon la erreur judiciaire flagrante, hein, là c'est un nouveau Dreyfus, on peut dire, puisque le type a été victime d'une erreur judiciaire, et d'ailleurs un peu pour des raisons raciales, puisque comme il y avait marqué Omar m'a tué, on a soupçonné Omar maghrébin et arabe, donc illettré évidemment, je rigole, hein, d'avoir écrit cette inscription pour s'innocenter, voilà. Que l'inculpation de meurtre et d'homicide ne pèse pas sur lui, mais bon, véritablement, c'est lui qui a payé les pots cassés, et on a appris après que c'était une erreur judiciaire, que le meurtrier était une toute autre personne. Ça a été révélé il y a 10 ans, hein, je ne me rappelle pas exactement, il a été jugé, je crois, dans les années... début des années 90, il est sorti, je crois, en 2003-2004, il a fait 10 ou 12 ans de prison, avec d'ailleurs une remise de peine à la fin, puisque le type s'était bien conduit en prison, parce que c'était un honnête homme, hein, évidemment. Mais 10 ans de prison pour une erreur judiciaire, ça fait très très mal. Donc lui, je lui souhaite de tout cœur de gagner contre la justice, contre l'État. Bon, il va porter plainte contre X, comme toujours dans ces cas-là, mais bon, je sais pas plus ce qu'il va en être. Hein, je suis pas juge, je connais pas l'affaire plus profondément. Ce qui est sûr, c'est que voilà. Je souhaite à Omar Haddad de gagner son procès, évidemment. Donc voilà pour l'affaire Omar Haddad. Je lui souhaite vraiment de gagner, hein, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Autre petit sujet. Donc après cette erreur judiciaire scandaleuse. Peut-être finir là-dessus. Affaire de la sextape. Et là je mets de la sextape, vulgarité du foot business et bling bling. De la mondialisation du foot. Bon ça s'était passé il y a quelques mois, mais je reviens dessus un peu tardivement. L'affaire de la sextape, Benzema et l'autre, Valbuena, ça rime, l'affaire de la sextape, et je mets, oui, édifiant du foot. Ce qu'un journaliste, Riolo, je crois, un journaliste de l'Express ou le quotidien sportif, là, de l'équipe appelait le football business, sport business, ou ce qu'on appelle le sport business, ou le foot bling bling. Sport business, foot bling bling. C'est la même chose. Oui, réouverture, affaire de la sextape, donc là ça prouve, pour le dire très rapidement, la vulgarité absolue de ce foot du fric, puisque ces deux footballeurs sont milliardaires, du fait aussi que le fric, le règne de l'argent corrompt tout, puisque ces types étaient des amis et ils se sont fait, alors on ne sait pas encore les fins mots de l'histoire, mais ils se sont fait une crasse intégrale, puisque c'est Benzema qui aurait dévoilé quelque chose de privé, qui est cette sextape, c'est le niveau, hein, qui aurait dévoilé la sextape de son pote Valbuena, alors qu'il joue tous les deux dans la même équipe de France, à un tiers pour contre-chantage, contre-rétribution. Benzema n'avoue pas, bon ils ont été envoyés au tribunal. Ce que je vous dis là, ça s'est passé il y a un mois, hein, mais je voulais y revenir parce que c'est symptomatique de notre société, de la décadence de notre société, de la décadence aussi du sport, du milieu du sport, et du milieu du foot, surtout du milieu du foot, qui est devenu un truc ignoble, bling bling, et vulgaire absolument, quoi. Ce qu'on appelle le sport business et le foot bling bling, depuis l'arrêt Bosman, qui est une date assez facile à retenir pour moi, puisque l'arrêt Bosman, qui est un arrêté de la Cour de justice européenne, est un arrêté de 1995, donc mon année de naissance, il y a 21 ans, quoi, 20 ans. 20 ans maintenant, donc l'arrêt Bosman qui a donné lieu au nom de l'application du traité de Maastricht, donc de la liberté de circulation en Europe, notamment des hommes et des marchandises, puisque ces footballeurs sont des marchandises, puisqu'ils s'échangent, un club à l'autre se les échange un peu contre un paquet de pognon. C'est un peu comme à Hollywood, le système des studios dans les années 30-40, où les acteurs, les vedettes étaient échangés par les grands nababs et les grands studios contre cachet, contre rétribution, donc c'était des marchandises, hein, d'un gigantesque système industrialo-capitaliste. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire de la sextape, je vais pas revenir sur Bosman, sur la mondialisation du foot, sur la liberté de circulation, sur la concentration de richesses dans les mains de quelques clubs que ça a engendré, mais plutôt sur la démoralisation et la destruction des valeurs très saines du foot, la destruction des valeurs morales très saines du foot, et du sport en général, hein, voilà, notamment je sais pas, l'entraide, la solidarité, la fraternité, la camaraderie, qu'a entraîné l'arrêt Bosman. Et depuis la mondialisation du foot depuis 20 ans. Depuis l'ère, les années 90, depuis l'ère Zidane,
Puis après, bien... Donc voilà, je veux pas revenir sur Valbuena et Benzema, qui sont des tristes de cirque qui ne m'intéressent pas, mais beaucoup plus pour dire, voilà, ma stupéfaction, si j'ose dire, devant cette affaire non pas d'une sextape, mais plutôt de la démoralisation et du peu de valeur que ces gens entre... alors que Benzema est déjà millionnaire, mais pour toucher quelques bifetons, pour toucher quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas grand chose pour lui, c'est une goutte d'eau dans un océan de fric, d'euros, il est capable de vendre son pote, quoi, de vendre quelque chose d'aussi intime, d'aussi privé. Donc on est dans le grotesque absolu, je crois, et dans le vulgaire, et ça révèle vraiment la mentalité du foot fric, hein, du sport business et du foot bling bling. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est assez dégoûtant. Et d'ailleurs, on le sait d'ailleurs à quel point les Français n'aiment pas leur équipe de foot. Hein. Quand on voit tous les sondages, les Français détestent leur équipe de foot, et ils ont bien raison. Je pense... ils détestent leur équipe de foot, et à raison, comme je le dis. Bon, moi j'en ai fini, je crois. Hein. J'en ai fini sur ça. Parce qu'on voit qu'on est déjà ensemble depuis 40 minutes. Je vais faire une deuxième partie, et après je pense que j'aurai clos le sujet. Mais voilà, je clôt le sujet sur la vulgarité du foot business, du sport bling bling, véritablement, hein, ignoble, absolument, qui révèle la démoralisation de nos sociétés, l'absence de valeur, absolument, l'individualisme et l'idéologie du libéralisme ultra, c'est-à-dire de la concurrence absolue, la guerre de tous contre tous, et de l'absence de valeur, et de la vulgarité surtout, hein, véritablement la vulgarité du foot, du sport business et du foot bling bling, comme l'a bien dit Riolo, et ce qui se vérifie facilement avec, encore une fois, avec les sondages. Quand on interroge les Français détestent leur équipe de foot, littéralement. Je crois que 10 ou 15% des Français estiment leur équipe de foot. L'équipe de foot, c'est l'équipe de France, hein, l'équipe nationale, et je crois que plus de 80% ou 90% des Français la détestent, donc les Français ne sont pas dupes. Ils ne plébiscitent pas ces voyous, hein. Ces voyous et ces joueurs totalement désincarnés, millionnaires et mondialisés. Là aussi on fait le procès du mondialisme et de la mondialisation. Ces joueurs sont à l'image de cette mondialisation du fric. Ils sont millionnaires, mondialisés, déracinés, cosmopolites, sans attache, sans valeur. Donc voilà, je clôt l'affaire de la sextape, et je clôt comme ça, par là même, mon premier entretien. Donc c'était la première partie de l'entretien de Noël, hein, l'entretien de décembre 2015, que je sors un petit peu tard. A tout de suite pour la seconde et dernière partie de cet entretien de décembre 2015, Actualité nationale. Salut à tous et à tout de suite.